Bonjour et bienvenue dans ce numéro 2 de l'hebdo de la chaîne Langue de Geek. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé l'épisode de la semaine précédente et qui m'ont laissé des commentaires en public ou en privé. Si vous vous demandez pourquoi mon PC est en train de tourner avec une cuvette et des tuyaux qui vont dedans, je vous invite à aller voir la vidéo comment j'ai réparé mon water cooling ce week-end avec une pompe d'aquarium. Cette semaine, au sommaire, une actualité chargée pour Google qui ne lira plus vos emails avec ses robots sur toutes les personnes qui ont des comptes sur Gmail. Une évolution de l'application photo en version 3 sur Android qui permet un partage automatique des photos avec d'autres personnes. Et un lancement matériel encore chez Google d'un routeur Wi-Fi disponible en France au prix de 139 €. On continuera avec la conférence Oculus Rift de cette année qui est annoncée pour le 11 et 12 octobre prochain à Saint-José. On poursuivra avec 2017 sera-t-elle l'année des cartes graphiques externes, et j'ai envie de dire c'est pas trop tôt. Concernant l'actualité des smartphones, lundi dernier a été annoncé à Berlin le Honor 9 de chez Huawei. Ensuite en 5, on reviendra sur la nouvelle fréquence 4G annoncée par l'Arcep. Alors là on ne parlera pas de 4G mobile mais pour la 4G fixe. Et ainsi que les premières villes qui seront équipées sur de la 5G. On reviendra brièvement sur la nouvelle cyberattaque Petya, sur la fermeture du site torrent T411, sur Facebook qui dépasse les 2 milliards d'utilisateurs. Bref, ça va pas être facile de tenir cette émission en 15 minutes. Allez, on commence par Google. Donc Google, je vais commencer par le hardware finalement. Google a annoncé donc un routeur cette semaine. Il est tout mignon, il est tout blanc, il est tout rond, il s'alimente en USB type C comme les smartphones qui sortent cette année. Alors à quoi ça sert un routeur à 139 € de chez Google ? Bien, si tu as une box dernière génération, une Livebox 4, une Freebox V6 équipée du Wi-Fi à la norme AC, pas à grand chose, ça va peut-être aller mieux dans certaines situations, peut-être pas. Si tu as une box un peu plus ancienne, ça peut éventuellement t'aider, sachant que ce routeur s'adresse vraiment aux novices, c'est-à-dire on le branche, on prend une application de smartphone et on va le configurer avec cette application smartphone, sachant qu'il faudra créer un compte Gmail. C'est bizarre de créer un compte Gmail pour créer un routeur qui distribue Internet, mais pourquoi pas, on reste dans la philosophie de Google. Après, on est dans la semaine où justement Google a arrêté avec ses robots de lire les mails sur tous les comptes mail de Gmail, puisqu'avant c'était le cas, hein, la publicité qui était proposée à l'intérieur de Gmail était ciblée par rapport à ce que les robots scannaient dans vos échanges de mails. Pour que ça vous touche plus, si vous parlez de voiture, vous avez des pubs de voiture, si vous parlez de smartphone, vous avez évidemment des pubs de smartphone. De là à troller que Google regarde tout ce qui se passe dans le tuyau pendant que vous émettez en Wi-Fi avec votre nouveau petit routeur Wi-Fi facilement configuré, il n'y a qu'un pas. Mais à mon avis, ce serait très pénalisant pour Google de découvrir ce genre de faille, ou ce genre de backdoor que l'on a déjà découvert sur des produits Huawei chinois, hein, dans les marchés publics français. Il est scrupuleusement interdit, me semble-t-il, de commander du matériel chinois parce qu'on a découvert ce genre de faille. Bref, pour en terminer avec Google et pour les utilisateurs Android, pas forcément, mais plutôt pour les utilisateurs Android. Quand vous prenez une photo avec votre smartphone Android, vous avez l'application photo, en tout cas si vous n'avez pas la marque de votre téléphone Android qui vous a mis l'installation galerie, ce que a fait Samsung un petit peu trop longtemps et je pense qu'il continue de le faire sur les derniers Galaxy. Vous avez l'application photo. L'application photo, c'est celle, si vous cochez les deux petites cases qui vont bien, ça vous fait remonter toutes vos photos dans le cloud sur photo.google.com ou .fr. Si vous n'êtes jamais allé voir, je vous invite à aller voir. Si vous ne le faites pas, faites-le si vous tenez à vos photos, parce que n'empêche que si vous perdez votre smartphone, vous n'aurez pas tout perdu, vous aurez la sauvegarde de ces photos, sachant que la sauvegarde est illimitée dans une taille un petit peu compressée. Donc on ne prend pas le format original de la photo du smartphone, mais elle est très correcte pour partager sur les réseaux sociaux et pour afficher sur un écran d'ordinateur en tout cas. Moi, je trouve que la force de Google Photos, c'est le moteur de recherche. Personnellement, je tape carte de visite, paf, ça me sort les cartes de visite. Vous tapez sushi, paf, vous avez les photos de quand vous avez mangé des sushis. Vous tapez chat, vous avez les photos de chat. C'est aussi puissant qu'inquiétant d'ailleurs. Aux États-Unis, vous avez carrément la reconnaissance faciale. Vous tapez le nom de la personne, vous lui dites ça, c'est Eric, et paf, ça vous sort tous les Eric qu'il y a.
En Europe, la fonction n'est pas activée parce que la loi européenne interdit de faire ça. Je vous mets un tutoriel en commentaire où vous pouvez avec un VPN aller cocher la petite case qui va bien pour activer la reconnaissance faciale. Et à ce moment-là, avec Google Photos, vous pourrez trier toutes les photos qui concernent Toto, Tata, Tati. La nouveauté de cette semaine particulière, donc c'est la version 3 qui est plutôt orientée partage. Du partage, on pouvait déjà en faire, mais on pouvait en faire à la main, hein. C'est-à-dire qu'on sélectionnait telle ou telle photo, on les mettait dans une galerie, la galerie on créait un lien, ce lien on l'envoyait à une personne. Bon, c'est pas mal, mais c'est long et un petit peu fastidieux. Là, dans certains cas particuliers, ça peut être intéressant, c'est-à-dire que vous dites toutes les photos à partir de telle date. Donc il y a l'option à partir de telle date, hein. Votre passé sulfureux de Gogo Dancer exotique ne remontera pas à votre nouvelle compagne rencontrée sur Mythique la veille. Sur Tinder, pardon, Mythique, quel vieux. Donc vous allez sélectionner pas grand chose en fait, juste le destinataire, et vous allez dire à partir de telle date, les photos sont automatiquement partagées avec telle personne. Donc vraiment dans les couples qui sont en phase, je prends une photo du nouveau-né tous les 15 fois par jour, on garde mon enfant pendant 7 jours et moi je suis au loin. Et je le donne un smartphone à la personne pour qu'elle me fasse des petites photos et hop, toutes les photos qui sont là, ça va être partagé automatiquement avec le papa ou la maman, pourquoi pas. On peut imaginer comme ça des usages automatiques, même des usages professionnels, hein. Là, on n'y voit que de l'intrusion dans la vie personnelle. Moi, j'y vois des usages professionnels ou des usages fun, tout simplement, avec un nouveau compte Google utilisé pour ça, parce que le compte personnel, je pense que personne n'a envie de partager toutes ces photos de cette manière-là. Par contre, un compte professionnel dédié à certaines choses pour partager entre plusieurs comptes, moi, je pense que ça peut avoir un intérêt. Allez, on enchaîne sur la réalité virtuelle avec le futur casque peut-être de l'Oculus Rift qui serait annoncé en octobre lors de la nouvelle conférence à ce sujet. Donc l'Oculus Rift, c'est le casque de Facebook. Donc je vous rappelle, si vous n'êtes pas trop dans le truc de la réalité virtuelle, hein, donc celle des gros casques que vous pouvez essayer dans les magasins type la Fnac, vous pouvez aller à côté du MK2 dans le 13e à Paris, où moi j'y suis allé, essayer toutes les sortes de casques du marché. Donc vous avez l'Oculus de chez Facebook, vous avez le HTC Vive de la marque HTC qui est semi-célèbre pour ses smartphones, pour ce qu'ils en font encore. Vous avez le casque de la PlayStation, le PSVR, où là on est dans une qualité bien moindre, mais on est sur un prix deux fois inférieur quasiment, allez, pour le casque. Et surtout, il ne faut pas un PC à 1500 € à côté pour que ça tourne, mais une PlayStation 4 ou une PlayStation 4 Pro à 300-400 €. Donc on est quand même sur un prix entre guillemets beaucoup plus accessible pour s'initier à la chose. Et on a d'un autre côté HoloLens de Microsoft qui fait son chemin, plus professionnel, plus dans la réalité augmentée, donc on n'est pas dans le même délire. Mais cette semaine, il y a eu un truc fun publié avec HoloLens d'un tableau de Mario Bros. Je vous mets le lien en commentaire pour aller voir ça. Honnêtement, ça donne vraiment envie de tester HoloLens avec ça. Alors évidemment, une vidéo de quelqu'un qui utilise HoloLens, c'est pas comme quand vous avez HoloLens sur les yeux, parce que HoloLens, le champ de vision, il est grosso modo comme ça, alors que sur un Oculus, on a vraiment un truc large comme ça, quoi. Bref, pour en revenir à la conférence, moi j'espère qu'il y aura un nouveau casque annoncé avec une qualité encore meilleure. On parle d'utilisation de la technologie Eye Tracking. Le Eye Tracking, qu'est-ce que c'est? C'est en gros essayer de voir où regarde votre pupille pour concentrer la puissance de qualité sur ces pupilles. Et la qualité soit éventuellement moins bonne, donc sur le reste de l'affichage à l'intérieur du casque. Donc pour vous faire une super qualité 4K sur vos deux pupilles pour monter en qualité. Sauf qu'aujourd'hui, un PC qui vous ferait de la 4K sur tout le casque, il vous faudra un PC à 8000 € avec un triple SLI de grosse GeForce. Ça, c'est pas vraiment possible. Parce que si vous mettez un ticket d'entrée à 6000-7000 € entre la machine, le casque et les accessoires, il n'y a pas grand monde qui va acheter votre truc, même s'il est très sympa. Donc l'objectif de l'Oculus, a priori, hein, on a quelques fuites là-dessus, sachant que Apple vient également d'acheter une boîte qui fait de la technologie de eye tracking. Est-ce que c'est pour ça, est-ce que c'est pas pour ça, on verra. Mais ce serait donc de concentrer cette puissance sur la rétine au niveau qualité, d'avoir une qualité un petit peu dégradée autour, et en fait on s'en rendrait pas compte à l'intérieur du casque.
Et si vous faites attention, en fait, là où regardent vos yeux, vous avez une top qualité de là où vous regardez vos yeux, mais en fait, le contour, la vue humaine, vous n'êtes pas sur de la qualité complètement nette et complètement tip-top autour de ça. Donc j'espère moi fortement l'annonce d'un casque CV2, soit pour acheter le CV2, soit pour acheter le CV1 moins cher. Qu'est-ce que c'est que ce CV1, CV2? En fait, le CV1, c'est le premier casque Oculus vendu, celui qu'on peut appeler version finale. Avant la version du casque CV1, il y a eu le casque DK2 et DK1. Le DK1, c'était vraiment la version 1 bêta, pas finie. La version 2, un peu pareil, mais un peu mieux fini, mais encore un peu flou et pas tip top niveau qualité. Voilà, le CV1, on a déjà le son qui est intégré, qui n'est pas de très bonne qualité d'ailleurs pour l'avoir essayé. Mais au niveau de la qualité de l'image, moi je vous invite à aller à la Fnac, alors pas en ce moment parce que c'est les soldes, mais pour tester un Oculus Rift, il y a souvent un stand pour essayer, ou dans les grandes surfaces, ou dans les événementiels high-tech. Il y a tout le temps des Oculus Rift et des HTC Vive pour essayer. Typiquement, l'expérience n'est pas toujours qualitative. Au salon Vivatech technologique, moi j'ai pu essayer un HTC Vive pour faire une immersion à la station de radio RTL. Bon, vous allez me dire, c'est pas le truc top délire. L'image était dégueulasse, l'image était floue, l'image était pas nette, le son était pas terrible. Bref, moi je serais Oculus Rift, ça m'embêterait que sur, pas Oculus Rift, c'était un Vive, je serais HTC Vive, j'aurais limite interdit l'expérience quoi. Enfin, ça m'a juste donné pas envie d'acheter un HTC Vive. Et si j'avais jamais utilisé d'HTC Vive dans d'autres situations, je pourrais vous dire que le HTC Vive est complètement pourri à côté de l'Oculus, alors que c'est pas le cas. Allez, on enchaîne sur 2017 sera-t-il l'année de la carte graphique externe. Alors la carte graphique externe, ça fait 10 ans dans le monde PC qu'on en entend parler. On a vu des ordinateurs portables avec des câbles, avec des connectiques propriétaires, des boîtiers gros, des boîtiers moches. L'an dernier, Razer a annoncé quelque chose. On a dit, ah, là quand même, ça pourrait prendre aussi Razer s'y met, parce que Razer, c'est quand même la marque des gamers. Ils font des super PC portables, mais aller mettre une grosse GeForce 1080 ou même deux grosses GeForce 1080 dans un ordinateur portable, bah c'est pas vrai. En fait, vous n'avez pas de 1080, vous avez une 1080M, le M pour mobilité. Donc en fait, vous prenez les grosses cartes comme j'ai là à l'intérieur de l'ordinateur, vous la tassez, vous la tassez, vous la tassez pour qu'elle tienne dans un ordinateur portable qui fait 1,5 cm. Vous ne pouvez pas avoir la même puissance parce que le dégagement calorifique est tout simplement trop important pour le rentrer dans un ordinateur portable. Donc finalement, la solution intermédiaire, à part les nouvelles solutions émergentes du style Shadow, c'est-à-dire que mon PC est directement dans le cloud et je paye une location à 30 € par mois. J'ai un petit démodulateur chez moi, un petit client juste pour clavier, souris, écran, et mon PC, ma puissance, ma carte graphique sont directement dans le cloud. L'intermédiaire, ça va être, j'ai un ordinateur portable parce que j'ai plus d'intérêt d'avoir une grosse tour et moi j'utilise un appareil en mobilité la plupart du temps. Mais ça m'intéresse, j'ai besoin d'une carte graphique. Alors ça s'adresse pas typiquement aux co-gamers, surtout quand on voit le prix que ça coûte, hein, les boîtiers vides de carte graphique externe, c'est très onéreux, hein, donc il faut en avoir l'intérêt. On s'adresse plutôt aux professionnels, mais vous inquiétez pas, ça va être mis en avant surtout pour le gaming. La nouveauté, c'est qu'à la WWDC, la petite news qui est un peu passée inaperçue au milieu des annonces sur iOS 11 et compagnie, c'est que Apple a annoncé un kit de développement de cartes graphiques externes. Parce que si vous regardez bien, hein, il n'y a plus de MacBook fixe, hein, la poubelle noire a été complètement abandonnée aussi vite qu'elle a été annoncée. Le prochain iMac Pro, donc on est en modèle tout dans l'écran, donc ça ira pas très loin niveau carte graphique surpuissante. Chez Microsoft, la tendance est un petit peu pareille avec le Surface Studio. Bref, le monde professionnel va assez vite se retrouver sans carte graphique. Le monde de la grosse tour surpuissante de station de travail est en train de disparaître. Et la solution va être ces cartes graphiques dans des petits boîtiers externes assez inélégants et consommateurs de pas mal d'énergie, avec de la connectique en Thunderbolt 3. Donc c'est un petit peu le boxon niveau connectique. On est en train désespérément et tout doucement de passer à l'USB 3 type C sur les smartphones, à l'USB 3 type C pour recharger les MacBooks,
Apple persiste avec son Lightning qui est trop récent pour être remplacé par l'USB 3 type C sans que le monde entier lui tombe sur la gueule avec attendez, vous avez déjà changé votre câble de connectivité vers le Lightning, qu'est-ce que vous nous faites maintenant à passer vers le type C? Allez, on enchaîne avec l'annonce du Honor 9. Il est beau, il est chaud, il est tout neuf. Il a rien d'extraordinaire. Mais vous attendez à quoi? C'est un téléphone à 400 € à 64 Go. Donc 400 € c'est à la fois une somme et à la fois ça en est pas, hein, à côté des ténors du marché. On est sur du moitié prix de très très haut de gamme. Donc ça c'est intéressant. Après, que reste-t-il à un téléphone à 400 € actuellement quand ça sort? Bah, le problème, c'est qu'un téléphone à 400 € quand ça sort et quand on n'est pas dans le tip top connu au niveau marketing, ça fait que son modèle précédent passe à 250 €. Et que quand vous adressez aux gens qui mettent 400 € dans le smartphone, ils vont vraiment hésiter avec le modèle de l'an dernier à 250 € parce que si c'est des utilisateurs, pas des power users, pas des super geeks, pas des gens fortunés aussi, le modèle à 250 € va suffire dans la plupart des cas. Deuxième problème, c'est que le Honor 9 il a été annoncé la semaine des soldes et que la semaine des soldes, maintenant dans la high-tech, ça envoie quand même un petit peu niveau solde. Du coup, moi j'ai vu passer sur D-Labs des Galaxy S7 à 339 €. Alors j'aime pas conseiller Samsung parce que j'aime les marques alternatives aux deux gros ténors du marché. Mais force est de constater qu'à 329 € un Galaxy S7 face à un Honor à 400 €, ça va quand même titiller, d'autant plus que bon, le Honor 9 a fait l'effort d'avoir le double capteur photo, l'option à la mode. Si tu veux un double capteur photo qui rock, tu prends un Mate 9 en grosse promo, il me semble avoir vu des 450 € passer. Alors le Honor 9 a le même processeur que le Mate 9, donc ça va, niveau processeur aucun problème, niveau RAM il n'y a aucun problème. Il a un écran plus petit, moi ça m'intéresse pas les écrans 5 pouces 2 honnêtement. J'attends avec impatience que le Note 8 vienne relancer la guerre du grand écran fin août début septembre. Bon, il y en a qui sont encore au stade l'écran 5 pouces me suffit, moi je fais téléphoner, réseau social, et puis sinon ça rentre pas dans ma poche, mon pouce va pas à l'autre bout de l'écran, et puis etc. Bref, vous viendrez à 5 pouces 5 dans un an ou deux comme tout le monde. Donc ce Honor 9 a une très bonne config, il a tout ce qu'il faut là où il faut, un peu comme le OnePlus 5 en fait. Je le trouve très joli dans sa version bleue effectivement. Après pour 400 €, moi pour 400 €, soit je mets moins et j'ai un téléphone quasiment aussi bien, soit je mets plus et j'ai un téléphone mieux. Voilà, en fait il est trop milieu quoi, et pour 400 €, je les mettrai pas, je suis pas séduit. Après j'ai pas besoin d'en dire du bien, pour ça vous avez absolument tous les youtubeurs high-tech français qui ont été invités par Huawei à Berlin, l'hôtel, le petit-déj et la présentation, donc ils vont le prendre dans les mains, vous dire qu'il est merveilleux, et je pense qu'ils éviteront de vous dire surtout que vous pouvez trouver en solde des trucs plus intéressants. Mais bon, c'est le jeu, hein, on a sa liberté de parole, on a le téléphone gratos. Après, je sais qu'il y a des chaînes YouTube qui sont complètement honnêtes sur le test et qui vont vraiment le tester sur la longueur, en particulier au niveau du double capteur photo. Et c'est sur ces chaînes-là qu'il faut miser et pas sur les mecs qui vont faire un unboxing de 5 minutes pour vous dire voilà, regarde, j'ai fait 2 photos de mon pouce, il y a un flou d'arrière-plan donc il est génial en photo. C'est pas sur ces chaînes-là qu'il faut regarder les tests de matos, en tout cas pour les smartphones. Une toute petite news comme ça gratuite, Xiaomi a été annoncé en importation française normale quoi, chez les boutiques matériel.net et LDLC. LDLC j'ai cherché hier soir, je les ai pas trouvés, donc ça veut dire que c'est encore en cours. Chez matériel.net ils y sont. Donc Xiaomi pour l'instant c'était une marque qu'on pouvait trouver que sur les importateurs un peu chinois sans trop de SAV. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir les trouver en France légalement avec les 2 ans de garantie. Vous inquiétez pas, le prix va s'en ressentir. Mais en tout cas, pour ceux qui voulaient du Xiaomi et qui n'avaient pas le courage ou la folie, vous appelez ça comme vous voulez, de la faire importer sur les importateurs de Chine comme Geekbuying, Gearbest, AliExpress et compagnie, vous aurez maintenant possibilité de les acheter en France et Xiaomi fait d'excellents modèles. C'est un bon trublion du marché. Ça serait intéressant de les avoir en France face à Huawei, Motorola, Asus et compagnie sur les smartphones à 300-400 €. Ils ont vraiment leur place. On enchaîne avec une news sur l'ARCEP, donc l'autorité de régulation des communications électroniques, qui a annoncé des nouvelles fréquences pour la 4G, mais non pas la 4G
pour les téléphones mobiles, mais la 4G fixe. Alors en 4G fixe actuellement vous avez deux offres à ma connaissance. Donc vous avez l'offre de Orange limitée à 40 Go par mois, Orange quoi, hein. Vous croyez pas que c'est eux qui vont innover niveau quantité en premier. Vous avez l'offre de Bouygues qui a priori serait illimitée, il y a une histoire de petite ligne à 200 Go si l'antenne est trop occupée, tout ça, je sais pas comment ça a fini et je connais au final personne qui a l'offre parce que tous mes copains qui sont intéressés par l'offre de Bouygues, en fait quand ils tapent leur adresse sur le site de Bouygues, ça leur dit non, toi tu n'y as pas droit. Donc ils sont en ADSL, ils ont un débit pourri, ils sont couverts par la 4G Bouygues, ils auraient mieux par la 4G Bouygues et ils n'ont pas le droit de s'inscrire à l'offre 4G fixe de Bouygues. Donc je peux, on marche sur la tête un petit peu comme d'habitude. Après je pense qu'on est dans des zones où l'antenne elle a pas de la fibre qui lui arrive dans le derrière. Donc Bouygues sait pertinemment que s'ils mettent 15, 20, 30 clients en 4G fixe sur cette antenne 4G, l'antenne elle va être saturée. Les mecs qui ont des smartphones ils vont gueuler parce que plus rien ne marchera et ce sera le contraire d'un cercle vertueux pour eux. Donc en fait ils préfèrent je pense ne pas proposer l'offre dans les zones où l'antenne elle a pas ce qu'il faut à l'arrière pour supporter des mecs en H24 et du coup on se retrouve avec plein de gens qui seraient intéressés par l'offre et qui peuvent pas la souscrire et je trouve ça un peu bête. Pour en revenir à la news, donc sachez que le gouvernement a assoupli les objectifs de 2022, tout le monde a la fibre. On est plutôt à les antennes de poteaux 4G auront la fibre et les agglomérations, bien évidemment. Donc toi, dans ton bled pourri, tout ce que tu peux faire, c'est attendre de la 4G. Et donc pour ça, l'Arcep vient de libérer des nouvelles fréquences en 3500 MHz, je crois. Donc des très hautes fréquences. Pour couvrir ce besoin-là. Et également, on évoque déjà dans la même news les 6 premières villes qui seront couvertes en 5G, à savoir, alors là je vous les fais pas de tête, c'est Lyon, Nantes, Lille, Le Havre, Saint-Étienne et Grenoble. Pourquoi ces villes-là? J'ai envie de te dire parce que j'en sais rien. Voilà. Mais sache que la 5G va arriver plus vite qu'on ne pense. Je pense que mi-2019, début 2020, dans les grandes agglos. Et puis, si ça se passe comme la 4G la dernière fois, tu vas avoir des pubs à la con, genre SFR, qui va te faire du 5G ready ou des choses comme ça, où tu seras en 4G++, donc qui marcheront dans 3 villes quand tu arrives à avoir 4 antennes de fréquences différentes en même temps sur le dernier smartphone ultra haut de gamme. Mais pour la pub, tu auras un super débit avec 3 fois la fibre dans ta main. Et voilà, mais ce sera pas mal. Concernant ces infos, je t'invite à aller voir ma petite vidéo sur comment tester le débit de ton futur logement ou l'actuel chez d'autres opérateurs en tout cas, mais comment on utilise les cartes, comment on utilise les sites web dédiés pour voir quel débit tu as ou quel débit tu aurais si tu habitais à telle ou telle adresse, même si tu n'as pas le numéro de téléphone, quelles sont les cartes fibres qui te sont disponibles. Et je t'invite à prendre cette vidéo et à la faire bouffer à l'agent immobilier qui s'occupera de toi la prochaine fois et qui estime que s'y connaître en carrelage, en chaudière et en double vitrage c'est important, mais savoir te répondre est-ce qu'il y a la fibre dans la résidence, il s'en bat le steak complètement. On finit par des brèves un petit peu moins détaillées. Sachez que cette semaine, il y a eu une nouvelle cyberattaque Petya qui a touché le monde entier et en particulier l'Ukraine et pour le côté semi-cocasse la centrale de Tchernobyl qui s'est retrouvée à devoir aller mesurer à la main avec son petit compteur GGR la radioactivité parce que le système informatique était complètement rade à cause de cette attaque. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur WannaCrypt au sujet de la sauvegarde et du backup pour les gens qui en ont absolument rien à taper ou qui mettent que un petit peu dans le cloud, mais au niveau du PC ne sauvegarde absolument jamais rien et mise sur le fait mon ordinateur est neuf, mon ordinateur marche très bien donc je ne sauvegarde rien. Et perdre mes 5 ans de photos que je me suis embêté à trier, ça ne me dérange pas. Une autre petite news comme ça, gratuite que j'ai pas annoncé au sommaire, c'est Greenpeace qui a épinglé Samsung, Apple, Microsoft pour la démontabilité toujours plus faible des smartphones proposés par les grandes marques, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Donc c'est mettre des composants où on est sûr que ça pète, on est sûr qu'on puisse pas les changer, on propose pas les pièces de rechange, comme ça on est sûr que les gens vont racheter. Donc ils ont testé comme ça plein de smartphones, ils ont basé leur notation sur le remplacement des batteries, de l'écran, est-ce qu'il y a besoin des outils spéciaux pour démonter et donc est-ce la disponibilité des pièces de rechange. Et ça allume dans tous les sens et vous verrez qu'il y a assez peu de smartphones qui s'en sortent à ce niveau-là.
Sans transition, Facebook a dépassé ses 2 milliards d'utilisateurs. 2 milliards, ça en fait le premier pays du monde. La Chine et l'Inde, c'est 1 milliard 300 000 personnes. De là à ce que Mark Zuckerberg devienne président des États-Unis, il n'y a plus qu'un pas. Je vous invite à écouter son discours à Harvard fait il n'y a pas longtemps pour voir que quand même ça doit lui trotter un petit peu dans le subconscient. Sachez que le prochain défi de Facebook, c'est de venir challenger Netflix au niveau des séries et des super productions télévisuelles, puisque la télé va de toute façon mourir, donc tous les GAFA vont se lancer maintenant sur la vidéo pour aller challenger la suprématie de YouTube et Netflix qui ramassent le pactole. Ça nous amène à la fermeture du site de téléchargement T411. Célèbre pour tout en fait, parce qu'on trouvait absolument tout dessus. Donc le site est entièrement fermé maintenant. Alors on sait que ça repoussera dans de multiples entités, mais c'est surtout l'occasion de faire un bilan de l'offre légale qui existe actuellement. Pour la musique, il faut avouer que ça s'est quand même amélioré, avouez-le. Deezer, Spotify, Google Music, des choses comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais on trouve que les trucs commerciaux dessus. Bah oui, c'est vrai, mais excuse les gens, mais 9 personnes sur 10 écoutent que du commercial. Et ces offres-là répondent à donc 9 personnes sur 10. Donc toi qui écoutes des trucs bizarres, bah, tu continues à utiliser les MP3 à l'ancienne. Sachant que moi, ce que je faisais, quand je trouvais pas, je trouvais sur YouTube, je téléchargeais de YouTube en MP3. Le MP3, je le réuploadais sur Google Music. Donc c'est super lourd à faire, mais ça marche. Sinon, tu achètes un NAS Synology, tu as un espèce de petit client qui te fait en gros ton petit Deezer privé. Tu mets tes musiques dessus et puis ensuite tu pars avec ta petite application et en gros tu as ton Deezer privé. Les musiques elles sont stockées chez toi dans ton NAS et puis tu te streams comme ça tes musiques directement dans ton téléphone. Pour en revenir à l'offre légale, en tapant ça sur Google, je suis quand même tombé sur le méga site lol offrelegale.fr. Donc c'était le site de l'Adopi qui était censé mettre en avant les offres légales proposées en France. Donc allez-y jeter un coup d'œil pendant 5 secondes parce que ça en vaut pas plus. Donc au niveau vidéo, on a quoi actuellement en France? En gros on a Netflix, OCS, Canal Play, Amazon Vidéo, donc bientôt Facebook Vidéo, bientôt YouTube Red à mon avis, donc ce sera YouTube sans le côté pub par abonnement. Il y en a un peu partout quoi. Et puis niveau série, ça commence à être pas mal, mais on trouve pas tout. Niveau film, c'est vraiment pas ça. La VOD niveau film en France, c'est catastrophique. Il manque le méga opérateur qui arrive, qui bouffe tout le monde, qui nous explose la chronologie des médias, parce qu'il faut arrêter avec ce petit délire français tout pourri, et que ce sera le seul moyen de faire reculer le piratage, c'est d'arrêter de nous emmerder à ce qu'on cherche pendant 10 plombes un film, alors que tu arrives sur un site pirate, tu tapes le nom du film, tu cliques sur un bouton, soit tu le regardais directement en streaming, soit tu le télécharges avec un débit fibre en 5 minutes et tu cliques, tu lances ton film, t'as pas de pub, t'as pas de menu, t'as rien. Quand tu auras ça en offre légale à X euros par mois, ça marchera. Allez, on finit juste avec la petite joke news de la semaine. Sachez que le marché du chewing-gum est en baisse à cause de vos smartphones. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à la caisse, messieurs, dames, vous regardez vos smartphones et vous regardez plus la tête de gondole qui vend les petits chewing-gums et friandises devant les caisses. Bon, c'est aussi parce qu'on fait de moins en moins la queue à la caisse que tout le monde se fait livrer à la maison, qu'on passe aux caisses automatiques ou avec les petites douchettes. Mais il n'empêche que sur les vraies caisses traditionnelles, le smartphone fait que les gens achètent beaucoup moins les petits chewing-gums proposés en tête de gondole. Heureusement qu'il y a encore les petits mômes de 4 ans pour vous les jeter dans le caddie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je souhaite bon courage à mon futur moi qui va monter cette vidéo de 45 minutes de rush et pour la compresser en peut-être 15 minutes ou 20 minutes. Aucune idée de ce que ça donnera à l'arrivée. Si vous trouvez que c'est trop long comme émission, sachez que en bas à droite sur YouTube, il existe un x1.25, x1.5 ou x2 pour me voir parler comme ça en accéléré. Et ça vous permettra de voir éventuellement plus d'émissions sur YouTube avec une qualité quand même conservée. Et vous verrez qu'on s'habitue à les regarder en accéléré, même si ça dénature un peu la source. Mais quand vous êtes comme moi et que vous commencez à avoir une playlist à regarder plus tard avec 50 vidéos par jour, soit il faut faire des choix, soit il faut les regarder plus vite. Parce que malheureusement, les journées n'ont que 24 heures et je n'ai pas encore trouvé la porte de la salle d'entraînement de Sangoku.
Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu s'il te plaît, ça m'aide au référencement YouTube et c'est très important pour moi, c'est pas juste pour le kikimeter du combien j'en ai fait. Si tu as des améliorations à proposer, n'hésite pas à mettre des commentaires. Je vais essayer de mettre moi en commentaire tous les liens des sites et des articles dont j'ai parlé sans en oublier et ça non plus ça va pas être facile. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Langue de Geek Hebdo.